Nous allons parler d'un mot qui revient très souvent quand vous parlez des problématiques liées au Cameroun. Ce mot est celui de satanisme. Monsieur Morgan Palmer, pourquoi chaque fois que vous évoquez le cas camerounais, vous le qualifiez de sataniste? C'est une belle préoccupation, Monsieur Moda. Nous avons des gens qui ont signé des pactes, qui ont importé des entités négatives, démoniaques dans notre pays, en contrepartie de se maintenir au pouvoir. Et à aucun moment dans cette île-là, il n'a été question de que le bonheur ou la prospérité du peuple camerounais. Non, il a été question de on va les maintenir assujettis, on va les maintenir dans la souffrance, dans la douleur, afin qu'ils puissent émettre un niveau de taux vibratoire sur lequel on viendra se régaler. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, quand je parle de satanisme, c'est quelque chose qui est pensé, qui est planifié. Mais comment cela se manifeste au quotidien, de manière plus concrète, M. Morgan Palmer? Alors, au quotidien, vous verrez qu'il n'y a aucun projet qui marche au Cameroun. C'est pas un hasard. J'ai évoqué ici la question énergétique, en disant qu'il y a eu un effort financier de plus de 400 milliards pour construire la solution Neuveleux. On le voit là, d'ailleurs. Voilà. Et à l'époque, il était question de résorber le déficit énergétique du Cameroun, en tout cas d'éviter aux Camerounais de faire face au délestage. Qu'en est-il de ces projets aujourd'hui? De toutes les façons, sur les 215 mégawatts qui étaient annoncés, ou 210, je ne me rappelle plus très bien, il y a à peine 80 qui sont produits aujourd'hui, et les autres watts restants ne seront jamais produits. Vous pensez que c'est un hasard? C'est pas un hasard. Quand on construisait l'Ompangar, c'était un renfort de publicité, de trompettes, de tambours. Aujourd'hui, l'Ompangar ne fonctionne pas. Est-ce qu'un Camerounais est conscient ou informé du non-fonctionnement de l'Ompangar? Non. C'est pareil pour le barrage de Mekine. Là, c'est pour les grands projets. Maintenant, il y a ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Je vais prendre un exemple très simple. C'est pas parce que je fais une fixation sur lui ou que dès que je prends la parole, je vais fusiller tout le monde. Non, c'est pas du tout le jeu. Moi, j'ai pas de problème personnel avec tous les gens que j'ai l'habitude de citer ici, peut-être quelques-uns, mais en gros, j'ai pas de problème personnel. Je suis pas habité par une rancœur. Je suis juste habité par une grande déception de voir que notre pays, avec un fort potentiel, qui est en complot, portant l'estampille des fils du Cameroun pour que rien ne marche. Donc je vais prendre un exemple. Vous avez le fils du président de la République du Cameroun. On le voit en image. Monsieur Biya, Franck Emmanuel, qui à une époque était domicilié à Monaco. Monaco, c'est une place forte financière où grouillent les conseils d'administration de grandes entreprises, où grouillent tous les top managers, les capitaines d'industrie. Donc on se pose la question, ah ben c'est super, s'il est à Monaco, c'est certainement un endroit à partir duquel il pourra trouver des opportunités pour se constituer lui aussi en capitaine d'industrie au Cameroun. Alors observez très bien dans sa démarche. Vous verrez que depuis une trentaine d'années, on va dire, qu'il est opérationnel, parce qu'on va dire qu'il a fini les études. Vous verrez qu'aucun projet, aucune industrie, aucune grande entreprise, que ce soit dans les services, n'a émergé sous sa férule au Cameroun. Sur quoi sont-ils? Ils sont sur de la prébande, on fait du trafic d'influence, des passe-droits et tout, et puis on se constitue un patrimoine financier qui va être déposé en DAT, HSBC, bref, les grosses banques, en Maurice et compagnie, et puis voilà, on se contente de manger, de consommer de l'argent. Alors on se pose la question de savoir, mais pourquoi les choses sont ainsi? Tout chef d'État, tout fils de chef d'État dont le père est au pouvoir depuis 43 ans, dans un pays qui est un gisement d'opportunités, où il y a tout à faire, où il y a des entreprises à construire, des industries à construire pour résorber les chômages de masse, comment se fait-il que ces gens-là ne pensent pas en termes de créer de l'activité en s'appuyant sur les partenaires pour des gens comme eux qui ont la possibilité de voyager, d'aller un peu partout, de rencontrer des gens? Et c'est là que vous comprenez qu'il y a une volonté que les choses ne bougent pas. Il y a une volonté que les Camerounais soient maintenus dans la pauvreté, dans la souffrance atroce. Et ces gens le font de manière très cruelle, sans aucun type de remords. Et M. Morgan Palmer, est-ce que c'est la vocation d'un fils de chef d'État de créer des emplois? Il se présente. Quand vous allez sur sa page sur Internet, on vous dit que c'est un homme d'affaires. C'est comme ça qu'on le présente. Donc, homme d'affaires, il est dans le secteur de l'économie. C'est quoi la vocation d'un homme d'affaires qui est dans le secteur de l'économie? C'est de faire des
d'affaires qui peuvent être profitables au plus grand nombre, surtout quand on est issu d'un pays comme le Cameroun, qui, je le disais tantôt, est un gisement d'opportunités. C'est quand même le pilier de croissance et de profitabilité de la zone CEMAC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que assis sur des potentialités mais énormes. Pourquoi voulez-vous qu'on ait par exemple un groupe comme Carrefour qui débarque au Cameroun et que ce soit pas forcément une initiative portée par des Camerounais? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont de l'ingénierie pour organiser la grande distribution au Cameroun? Et pourtant vous voyez des CV qui sont longs comme un bras, quoi. Restons dans le sillage de ce fils du président de la République. Vous allez voir autour de lui tel le bras droit MBA en finance, tel autre MBA en banque assurance, en banque et finance, et donc c'est des profils. Quand on a un MBA, on apprend à construire une entreprise, à la gérer, à pouvoir dégager de la profitabilité. Alors que font tous ces gens? Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Je vais prendre un dernier exemple pour pouvoir illustrer très bien mon propos. Ils ont cédé BVS à ce Franck Biya, bien entendu à des prête-noms. Vous retrouvez au conseil d'administration, à la présidence du conseil d'administration, l'un de ses bras droits, de M. Biya, retrouvez au poste de directeur général à l'époque où ça fonctionnait. Un de ses proches aussi, fils de l'ancien chef d'État ouest-africain, et donc bien campé à ses postes. Donc derrière, c'est l'ombre tutélaire ou le parrain de M. Franck Biya. Donc on leur a cédé BVS. BVS a été financé sous fonds publics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont profité de cette fameuse disposition d'avril 2013 qui incite à l'investissement privé, donc au Cameroun, ce qu'on appelle la fameuse ligne. Oui, les fameuses lignes 94-65. Donc on a allongé 12 milliards de francs CFA, dont d'argent public, pour leur permettre de lancer cette affaire. 2017, nous sommes à l'époque. Et ce qui était annoncé, c'est un prévisionnel très réduisant. Il parlait de 2020, de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2 ans de fonctionnement, il fallait déjà recapitaliser la société. Donc il a dû falloir trouver 3 milliards de plus pour faire fonctionner la société qui a fait faillite au bout de moins de 6 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes là face à un cas concret des méthodes de ces gens. Quand je vous dis que c'est des gens qui n'aiment pas du tout le Cameroun, les gens faut penser que c'est juste de l'acharnement, c'est pas de l'acharnement. Donc ces gens-là, profitant des positions qu'ils ont dans la République, ils ont fait un délit d'initié. Ils sont au courant qu'il y a telle opportunité et tout. Ils vont constituer des sociétés. Et puis, ces sociétés font recours à de l'argent public qui, normalement, devrait être affecté à des vrais entrepreneurs. Qu'on me dise qu'on a donné 12 milliards à Kadji de Fotso pour développer ou à Fokou Faubert, ça ne me choque pas du tout. Parce que c'est des entrepreneurs, c'est des capitaines d'industrie dont on suit la trajectoire depuis de nombreuses années. Mais qu'on donne de l'argent public à des gens comme ça, qui sont organisés pour créer des faillites et puis pour empocher de l'argent, ça c'est un vrai problème. Donc le cas de BVS, il est très parlant. 2017, il constitue une société dans un domaine où on ne fait quasiment pas faillite. Hein, c'est boissons, vins et spiritueux. Donc c'est Castel qui leur cède, Castel qui est en Afrique depuis 70 ans et qui n'a fait que des profits, qui n'a fait que des activités qui marchent. La première activité de ce groupe ou bien apparentée à ce groupe qui a fait faillite, c'est celle qui a refilé à monsieur Franck Biya. Donc il y a un problème. Et puis on vous dit, oui, ça s'est liquidé et puis tout le patrimoine a été affecté à une fameuse société Nimba quelque part en île Maurice. Comme par hasard, le pays d'origine de l'épouse de son petit frère Franck Herse. Monsieur Morgan Palmer, dites-nous un tout petit peu, est-ce que dans la sous-région, en Afrique en général, est-ce qu'il y a des contre-exemples de fils d'eux qui ont réussi dans les affaires? Écoutez, quand je parle de monsieur Biya, Franck, une fois de plus, pas d'acharnement personnel, je suis loin de Karim Wade. Karim Wade, aujourd'hui, il gère un fonds d'investissement de près de 1000 milliards de dollars. Oui, Karim Wade, et c'est pas son père qui lui a donné ça, son père n'est pas lié. C'est son ingénierie, c'est sa capacité, son expertise qui a permis que aujourd'hui les Qataris disent, tiens, on peut faire des choses avec ce monsieur, il est quelqu'un de sérieux. On l'a vu, ministre du ciel et de la terre au Sénégal, réaliser des choses. Le plan Takal, on s'en souvient, comme si c'était hier, on a vu sortir des projets de terre. Donc on est quasiment à des années-lumière de ces gens que nous avons chez nous, au Cameroun. Quand vous dites qu'un fils de chef d'État trempe dans des petites surfacturations, c'est-à-dire que même au niveau des billets d'avion, la présidente de la République doit commander des billets, et on refile ce type de marché au fils d'un chef d'État qui a vocation à être un gros patron, un grand patron industriel. Vous voyez, ils sont tâtés à un moment donné, ils ont tâté à un moment l'exploitation du bois. Même là-bas, ils n'ont pas pu faire Flores. Qu'est-ce que ça a donné? Il n'y a pas eu d'émergence de filière bois, et très rapidement, l'affaire a périclité, parce que ces gens, ils payent même pas les impôts, ils payent rien pour le pays. Donc vous comprenez qu'il y a une organisation
pour faire en sorte que le Cameroun n'émerge jamais. Et pour que ça réussisse très bien, il faut appauvrir davantage les gens. Moi, quand j'étais gamin, il y avait une classe moyenne au Cameroun. On était ici, nous, de la classe moyenne. Cette classe moyenne a disparu aujourd'hui. On a polarisé. Les choses aujourd'hui sont trop riches et très pauvres. Quel développement on peut avoir s'il n'y a pas de classe moyenne? C'est juste impossible. Mais ça ne s'est pas fait de manière hasardeuse. C'est une construction qui est mise en place et je crois que le symbole le plus triomphant de cette construction, c'est de voir l'attitude des enfants de ceux qui dirigent. Parce que quand vous voyez le fils d'un président de la République avoir ce type de comportement, vous comprenez qu'il fait partie d'un complot qui savent que bon, il n'y aura rien qui va se passer au Cameroun, il n'y aura pas de développement, ça va être la souffrance. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon cash, je fais des DAT, je multiplie, ils en ont à foison dans les banques à l'international et tout. Donc dès qu'un mec a fait une petite rapine, 5 milliards, eh ben c'est placé quelque part et il vit de quoi? Il vit de rendement. Donc on a des rentiers dans notre pays au lieu d'avoir des bâtisseurs parce que c'est un pays qui est à construire. Tous ces nombreux coups foireux, les nombreuses rapines dont on parle et qui sont antinomiques avec la construction de l'état de droit, à l'état où il y a du progrès, ils n'ignorent pas tout ça. Mais il y a une espèce de complicité générale hein, parce que chacun fait son petit chantage, il touche son petit argent et résultat on est un pays qui recule et le gros de nos populations sont des gens qui souffrent et d'ailleurs qui donnent parfois de la voix à ce système-là. Donc moi depuis le départ j'ai toujours dit que au regard de ce qui se passe, tout le monde est acheté. Vous savez, moi c'est depuis au moins 15 ans que j'ai commencé à parler du deal qu'il y a eu entre Foundi, Monsieur Foundi et le gouvernement en place à Yaoundé. Personne à l'époque n'écoutait quand on le disait. Mais sauf que, il y a une réalité. Toutes les fois qu'il y a une stratégie unitaire de l'opposition pour venir à bout de la gouvernance actuelle, elle était toujours sabotée par qui? Eh bien, par Monsieur Foundi qui mangeait avec eux. Personne ne parle d'avenir, personne ne s'intéresse, quel type de femme il nous faut pour notre pays de demain, c'est quoi le projet qu'on construit pour la jeunesse, comment on industrialise, est-ce qu'il peut y avoir une industrialisation sans autonomie énergétique, quel modèle social, quelle sécurité sociale. Vous entendez pas ces débats? Les débats c'est il y a tel qui a rejoint tel parti et tout il va se présenter au nom de ce parti. Dans ce parti il y a quelqu'un qui le lui conteste. On va où avec ça? On va nulle part avec ça. C'est pour ça que je maintiens que ceux qui sont réellement portés par l'envie de voir le Cameroun faire un saut qualitatif vers l'avant doivent se coaliser en force parce que c'est un coup de force qu'il faut pour dégager ce désordre-là, qui n'est pas seulement l'apanage des gens qui dirigent, hein, c'est toute une constellation de gens. Et même ceux qui ont le statut d'opposant et compagnie, ils font partie d'un jeu. Ils font partie d'un jeu, chacun touche son petit billet, et puis voilà, le soldat Cameroun est sacrifié. Ces gens, ils ont une vraie ingénierie de la manipulation. Ils ont fabriqué eux-mêmes leurs propres opposants. Ils ont reparti les rôles, leurs hommes d'affaires et tout et tout. C'est 43 ans d'ingénierie et d'expérience à faire ça, à manipuler le gros des populations. Et c'est pour ça que je regrettais tout à l'heure l'inculture. Bon, j'ai entendu un homme public camerounais très respecté à l'international, à qui on a posé la question de savoir sur un média international, et qu'est-ce qu'il faut? Il a dit, mais non, si le peuple camerounais ne veut pas se libérer, on ne peut rien faire. Je trouve que c'est pas très responsable. Peut-être qu'il a dit de bonne foi, mais comment peut-on opposer à un peuple qu'on estime par un certain niveau d'éducation, leur opposer que c'est à eux de libérer un pays contre, de libérer un pays des mains de gens qui sont éduqués et qui ont juste décidé de mettre leur instruction au service du mal. C'est pas de la responsabilité des peuples, c'est de la responsabilité de toutes les forces du progrès, tous ceux qui veulent voir notre pays avancer et qui sont outillés pour. Parce que c'est la responsabilité des Mbembes, des Palmer, je sais pas moi de qui d'autre. C'est notre responsabilité de nous asseoir et de nous dire, nous avons un phénomène de prise d'otage de notre pays. Les gars qui sont en face, ils ont les mêmes niveaux de connaissances que nous. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie? Qu'est-ce qu'on peut implémenter pour les faire partir? Mais c'est vraiment une forme d'irresponsabilité de s'attendre que c'est quand les Camerounais vont décider. Mais est-ce qu'ils ont pas les outils pour décider? Est-ce qu'ils savent même ce qui leur arrive? Nous sommes aujourd'hui là, à quelques mois d'une élection, on vient vous annoncer qu'un président qui est très malade, en ce moment, il est candidat à l'élection. Qui a vu ce président dire qu'il était candidat? Personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe qui, si ces gens qui sont en haut là, s'ils sont pas dans une espèce de paix des braves, parce que voilà, il y a un équilibre de la terreur, chacun a son petit pan financier où il grappille de l'argent, les autres contrôlent les régies financières, d'autres contrôlent les fonds secrets, et tout. Donc, en réalité, leur intérêt n'est pas de tuer le président Biya aujourd'hui. Il faut, tant que le président Biya en vie, ça arrange les affaires de tout le monde. Donc, ces gens, on est dans un truc, Monsieur Moda, je sais pas si les gens se rendent compte, on est dans un truc qui est profond.
Et aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est que si les gens sont réellement animés par la libération du Cameroun, ça ne se passera pas par le cirque que je vois, parce que je ne vois pas beaucoup de personnes de bonne volonté. Je vois beaucoup de gens qui sont des instruments de ce cirque. Et je vous ai dit comment ça se passait. Je vous ai dit ces réseaux organisés où on met des gens en vidéosurveillance, on a des vidéos intimes de personnalités qui sont ensuite tenues au chantage et qui ne peuvent rien faire. Je connais par exemple le ministre. Continue au chantage avec quoi? Mais quand on a une vidéo de lui en train de coucher avec une petite fille de 12 ans. Hallucinant. Ben oui, monsieur Mouda. Avec une petite fille de 12 ans. Donc avec ce truc-là, le mec il est au garde à vous, quoi. Le doigt sur la petite couture du pantalon, il n'ose pas bouger, il peut rien faire. Et des cas comme ça sont légion. Quand vous voyez que aujourd'hui c'est peut-être pas visible, parce que bon, très peu de gens connaissent les choses qui se passent dans notre pays. Si je vous parlais pas de BVS tout à l'heure, combien de gens savent au Cameroun que BVS appartenait à Franck Biya? Ils sont pas nombreux, parce qu'ils ont des mécanismes, des montages avec des prête-noms. Vous voyez un type comme Ferdinand Ngongo, aujourd'hui, et heureux qu'il le fasse, ils ont un pôle hôtelier qui se développe. Quand vous allez au lagon, à Kribi et tout, c'est très couru aujourd'hui, vous êtes dans un hôtel, mais combien de gens savent qui sont les gens qui sont derrière? Ils sont très peu de gens qui le savent. Donc vous allez vous coucher dans un endroit, vous savez pas qu'est-ce qu'il y a là-bas exactement, et puis si vous êtes un personnage exposé, un personnage sensible, vous vous retrouvez tenu par un chantage. Comment on construit un pays avec des trucs comme ça? On peut pas. On peut pas construire un pays avec... Donc on est dans un caca profond, monsieur Moda. Il faut que vous en ayez conscience. On est dans un caca profond, et pour que le Cameroun redevienne à l'endroit, ben, il faut tout gâter en fait. Quand vous voyez donc un mec, il est secrétaire général de la présidence de la République, ou il est directeur, je sais pas moi quoi, et puis on vous dit que ouais, tel investissement, c'est lui, tel... Bon, alors les entrepreneurs, ils font quoi? Les hommes d'affaires, qu'est-ce qu'ils font? S'ils doivent être en compétition avec ceux qui leur signent des autorisations administratives, il y a un problème. Si on vous écoute, en réalité, au sommet de l'État, il y a une bataille larvée entre des camps. Mais surtout, il y a quelque chose qui domine, c'est la loi de l'omerta. C'est un choix, ou en fait, ou alors est-ce une nécessité pour continuer à gouverner par procuration un pays qui va à travers? Oui, la gouvernance par procuration, on le sait, depuis 2019, elle est actée, puisque Madame Biya a obtenu de son mari que ce soit son tour. Et ce qui dit son tour, ça veut dire que ce soit elle qui nomme aux différents postes de responsabilité de la République, ce qui est complètement illégal, mais c'est dans la pratique, c'est ce que nous voyons au Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Et nous arrivons donc à une situation où un maître stratège, donc Paul Biya, qui a passé toute sa vie à manœuvrer, à écrire la stratégie sur la stratégie, aujourd'hui lui-même il ne sait plus très bien où il en est dans la stratégie. Il n'a pas pensé au phénomène contracyclique, aux limites naturelles. Je ne peux pas être un orfèvre performant toute la vie. On finit bien par atteindre ses limites. Donc aujourd'hui, on est face à un truc où la maladie, de l'autre côté, fait de lui quelqu'un qui ne peut plus être actif. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui qui avait l'habitude de tenir les gens en retour karmique, aujourd'hui, il est tenu par la clique de gens qui l'a fabriqué. Monsieur Baudard, des écoles comme l'ENAM devront être fermées avec la Troisième République. Qu'est-ce qu'on enseigne aux gens qui sortent de l'ENAM? On leur enseigne à consommer des budgets. On leur enseigne pas à créer de la valeur, à produire de la valeur. J'entends le volet administratif, tout ce qui est administrateur civil et compagnie. Donc, quand vous prenez une boîte comme la Sonara, vous mettez à sa tête Arona Bako. C'est quoi son background? C'est un magistrat sorti de l'ENA, mais il n'a pas la capacité de gérer une boîte comme la Sonara. J'aurais appris il est passé par Ruelle Malmaison ou une autre grande école du type l'Institut français du pétrole. Ça aurait un sens. Mais vous le mettez là et vous attendez de lui qu'il puisse apporter des solutions.